Le problème, c'est que du coup, il a justifié là ses choix en étant un débutant. Encore une fois, la séance n'est pas adaptée à un débutant, pas du tout. Où là, ça va être des muscles vraiment différents qui vont interagir. Là, on sent qu'il est perdu dans ses explications. Il ne sait pas justifier correctement son choix. Patte et je tire avec le dos. Je contrôle dans les jambes. Dans l'exécution, là, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'elle n'est pas bonne. Mais... Bonjour à tous, alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un react d'une vidéo de Théo Le Guerrier. Alors, il faut savoir que de base, je fais jamais de vidéo long format comme ça, donc c'est ma première vidéo sur YouTube, donc bienvenue, bonjour. Alors, pourquoi je suis ici? C'est parce qu'en fait, hier, j'ai posté une story, donc hier par rapport au jour où je tourne la vidéo, bien sûr. Il faut comprendre que le coaching est un métier dans laquelle je réagissais vite fait à la vidéo de Théo Le Guerrier et j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo un peu plus longue sur mes remarques, disons, sur cette vidéo. Et donc, c'est ce que je vais faire du coup dans cette vidéo. Alors, pour le contexte, c'est une vidéo de Théo Le Guerrier qui présente son full body parfait, sa séance full body parfaite. Petit disclaimer, si jamais ça vous saoule, vous pouvez déjà avancer jusqu'à ce time code là où on passera directement au React. Il faut savoir que Théo, je le connais pas du tout, donc je vais pas critiquer gratuitement la personne. Il a l'air super sympa, il a de toute façon un meilleur physique que moi, donc en soi, techniquement, j'ai rien à lui apprendre. Hein. Mais l'idée, c'est que moi, je suis formateur au quotidien et coach aussi, bien sûr, depuis 10 ans. J'ai des connaissances et des compétences qu'il n'a pas. Et il a des connaissances et des compétences que je n'ai pas. Et donc, chacun son domaine d'expertise. Lui, il a passé les 10 dernières années de sa vie à sculpter son corps, à s'entraîner, à bien manger, à faire de la compétition, à tourner toute sa vie autour de ses entraînements et de son physique. Moi, j'ai passé les 10 dernières années de ma vie à me former et à approfondir les connaissances sur l'entraînement et la programmation d'entraînement. Donc lui, c'est devenu un expert pour son propre corps. Il sait comment s'entraîner, comment manger, il maîtrise son corps à la perfection. Moi, mon taf, mon expertise, c'est la programmation, mais pas que pour lui, mais pour plein de gens. Donc, la différence qu'il va avoir entre lui et moi, c'est que moi, je vais avoir ces connaissances qui vont me permettre d'adapter les conseils ou les paramètres d'entraînement à différents profils que lui n'a peut-être pas, je dis bien dit peut-être pas parce que encore une fois je le connais pas, mais il n'a peut-être pas cette compétence parce que c'est pas son métier. Et encore une fois, c'est pas un souci, c'est pas une critique, chacun son métier. Donc on va pouvoir démarrer, d'accord? C'est parti. Je vais skipper des moments de la vidéo aussi parce que j'ai pas envie que ça dure 3 heures. Par contre, je vais quand même essayer de vous montrer quand il dit des bonnes choses parce que l'idée c'est pas de critiquer que le mauvais, c'est bien aussi de montrer ce qu'il y a de bon. Si je ne devais garder qu'une seule et unique séance de musculation, laquelle serait-elle? Quel exercice je mettrais dedans? C'est le défi qu'on se lance aujourd'hui pour réaliser le meilleur full body possible. Mais avant ça, qu'est-ce que le full body? Bon, je skip cette partie-là parce qu'en gros, il parle du full body, il explique ce que c'est. C'est pas le but de la vidéo. Le full body est un super split d'entraînement, pas que pour les débutants. Et là, en l'occurrence, sur le full body, on va être obligé de faire des choix, on va être obligé d'être un petit peu grossier aussi. Et c'est là, justement, où c'est hyper intéressant de faire cette vidéo parce qu'en fait, ça relève presque du défi de faire, entre guillemets, le meilleur full body possible. Là où c'est très drôle et c'est là où on voit aussi que c'est chacun son métier, c'est que lui, il exprime un vrai challenge de créer une séance full body. C'est quelque chose que je fais tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est pas du tout un défi pour moi, au contraire, un full body, c'est une séance qui est même assez simple à programmer quand on a l'expérience. Donc c'est très drôle justement déjà de voir un petit peu la différence de perception de ça, de par son milieu de bodybuilding qui n'est pas du tout adapté à ça, quoi. Comme j'ai expliqué, parfois c'est aussi utile. Puis il y a aussi des gens tout simplement qui ne sont pas forcément dans une démarche de performance ou d'optimisation, ou en tout cas, s'ils vont pas régulièrement à la salle ou qui n'ont pas beaucoup de temps, justement, ils ont envie aussi d'optimiser ce temps-là. Il y a quelque chose tout de suite qui me gêne très tôt dans la vidéo, c'est qu'il explique qu'il fait un full body, qui est selon lui parfait, mais un full body pour qui? Pour lui ou pour des débutants ou pour des intermédiaires ou pour des bodybuilders ou pour... Rectifie ça au montage parce qu'en effet, dans la vidéo, il parle beaucoup des débutants. Donc, on en conclut que pour lui, le full body est pour les débutants. Cependant, comme je l'explique dans la vidéo, pour moi, ce n'est pas un full body pour les débutants et le full body n'est pas adapté que aux débutants. Donc, il y a une petite erreur, mais je voulais quand même corriger ça parce que, en soi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il ne le précise pas alors que indirectement, on le comprend assez rapidement que pour lui, c'est pour les débutants. Et rien que ça, c'est un indispensable parce qu'en fonction de à qui on s'adresse, on ne fait pas les mêmes choix. Si on fait un full body pour un débutant, on ne met pas de squat, on ne met pas de deadlift, on ne va pas mettre de bench press parce que c'est tous des mouvements qui demandent beaucoup d'apprentissage avant de les maîtriser. Comme il ne l'a pas précisé et vu le choix des exercices, je vais partir du principe que c'est un full body qui est plus adapté à des personnes plus expérimentées. Hop, j'ai plus de lumière. Allez.
Je vais supposer que c'est quand même adapté à des personnes plus expérimentées parce que dans la séance, il va mettre plein d'exercices qui ne sont absolument pas à mettre pour un débutant. Notre premier exercice et premier choix pour ce full body, du développé, incliné, halter. C'est un bon exercice parce que c'est un mouvement qui va être polyarticulaire, qui va du coup engager pas mal de muscles. Pourquoi incliné? Alors tout simplement parce que on va pouvoir travailler aussi l'avant des épaules en étant incliné toute la partie claviculaire. Donc au-delà de juste travailler les pecs, on va vraiment travailler toute cette partie claviculaire. Ok, donc là, rien à dire. Il a choisi de mettre un exo de pectoraux développé incliné en premier exercice. En soi, ça peut se justifier, il n'y a pas de souci. Les règles, quand on crée une séance, surtout une séance full body, c'est qu'on va mettre en premier exercice l'exercice le plus impactant nerveusement, le plus fatigant, le plus complet, et ou l'exercice qui va cibler le muscle qui est le plus important à cibler pour la personne. Donc dans une séance classique, je pourrais mettre un squat, un soulevé de terre, un mouvement de traction, des choses comme ça. Dans le cas d'une personne qui a une difficulté à recruter les pectoraux ou qui a un petit peu de retard sur les pectoraux, ça peut être une superbe idée de commencer sa séance par un mouvement de pectoraux. Donc jusque-là, rien à dire. Il justifie son choix en disant que le mouvement incliné va permettre aussi bien de travailler les pectoraux que l'avant des épaules. Super justification, en effet, ça permet de faire un peu de tout. Pour les pectoraux, c'est un bon exo parce qu'il va être convergent en plus d'avoir juste cette poussée. Sur un développé couché classique, ça ne l'aurait pas fait parce que j'aurais pas du coup cette convergence en fait tout simplement dans le mouvement. Là où j'aime moins, c'est qu'il dit qu'il préfère la version aux haltères par rapport à la barre. Parce que les haltères, il y a plus d'amplitude et il y a une convergence. Le principe de convergence avec les haltères, moi ça m'embête un peu parce qu'au final, oui, en effet, on a une convergence, on peut rapprocher les coudes que l'on ne peut pas avec une barre. Cependant, rapprocher les coudes quand on est là, beaucoup de gens le savent déjà, c'est qu'il y a de toute façon plus de tension quand on est là. Le bras est aligné à la gravité, il n'y a pas de tension, donc oui, je contracte plus mes pecs, mais sans tension. De plus, ce n'est pas un exercice qui a pour but de créer de la tension en position de contraction, c'est un exercice qui a pour but de créer de la tension en étirement. On ne peut pas faire les deux sur un même exercice. Donc, on devrait plutôt se concentrer sur le fait de descendre et d'étirer. L'aspect remonter et resserrer les coudes pour contracter, il n'a pas de sens. Donc, dans ce cas-ci, par rapport à cet argument-là, l'haltère n'est pas mieux que la barre. C'est pour ça que je dis, le mouvement n'est pas mauvais, le choix n'est pas mauvais, c'est la justification qui est à chaque fois mauvaise. Et ça, c'est ça qui est dommage. Petit rappel et petit conseil quand même de mise en place sur cet exercice, le banc à 30 degrés, pas au-dessus parce qu'on est un petit peu trop sur les épaules et puis en dessous, bah évidemment là du coup on ne pourra pas vraiment les travailler correctement. L'inclinaison à 30 degrés sur un banc, ce n'est pas une généralité, c'est à adapter avec votre morphologie et surtout avec l'inclinaison de votre sternum. L'important, ce sera tout simplement aussi d'avoir une montée en charge après chaque séance pour justement faire une surcharge progressive à chaque fois et du coup continuer à progresser. Ça c'est les bases, c'est nickel. Pour ce premier exo, je vous conseille du coup de faire 3 séries entre 10 et 12 répétitions. Ça, pareil, hors contexte, on ne peut pas juger si le nombre de répétitions, le nombre de séries est bon ou pas bon. Hein. Ça dépend vraiment du contexte global de la programmation. Pour notre deuxième exercice, il faut que je vous le dise, le choix a été assez compliqué. Au tout début, je voulais partir sur le squat, parce que je trouvais que c'était un bon exercice polyarticulaire qui allait travailler vraiment les cuisses, les fessiers, un petit peu les ischios aussi. Mais c'est un exercice qui était énormément énergivore par rapport au reste. Du coup, je me suis dit, je vais partir sur le hack squat. Là, vraiment, ça me paraît pas mal. On va bien travailler aussi les quads. Superbe argument. Le squat est un bon choix, mais en effet extrêmement énergivore. Nerveusement parlant, il te crame. En soi, est-ce que c'est grave? Ça, c'est encore une fois au coach de le justifier, parce qu'on pourrait justement choisir de mettre un squat, puisque comme on n'a pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'exos à choisir, le squat peut faire un peu le tout. Lui, il a décidé justement de le mettre de côté parce que trop énergivore pour le reste de la séance. Très bonne justification. On va bien travailler aussi les quads, les ischios, notamment aussi les fessiers si c'est bien réalisé. Le petit bémol après, c'est qu'après, il choisit de prendre un hack squat en disant que c'est un bon exercice pour les quadris, les ischios et les fessiers. Quadri, oui, puisque c'est vraiment littéralement le principe du hack squat. Le principe du hack squat, c'est de faire un mouvement de flexion des genoux en limitant au maximum le mouvement au niveau des hanches qui met l'accent sur les quadriceps. Donc dire que le hack squat travaille aussi les fessiers et les ischios, oui, c'est sûr qu'il les travaille parce que c'est un mouvement polyarticulaire, mais quand on fait un squat, c'est souvent ce qu'on veut éviter. Donc c'est un peu dommage. Et les ischios sur un mouvement de hack squat, c'est quasi nul. Hein. Si, mais je veux dire, il n'y a pas suffisamment d'activation des ischios pour imaginer un développement musculaire. Donc si vous n'avez pas le hack squat dans la salle, bah là en l'occurrence, on a un pendulum. Sur le pendulum, on va pouvoir du coup bien recruter effectivement les quadriceps, les fessiers et aussi un petit peu les ischios, et ça va vraiment être notre exercice de base pour le bas du corps. Pendulum, encore moins de fessiers, encore moins d'ischio, donc vraiment, c'est des mouvements polyarticulaires certes, mais que l'on peut limite considérer comme isolation des quadrites. Donc ça va vraiment bien faire le taf aussi, surtout pour les débutants. Et si jamais vous n'avez pas de pendulum ni de hack squat dans votre salle, ça peut arriver, essayez de faire du squat guidé, du coup à la Smith Machine. Donc, en
En effet, si on a l'un l'autre, on peut faire du squat à la barre guidée. Ça, c'est une très bonne option. Le problème, c'est que du coup, il a justifié là ses choix en étant un débutant. Encore une fois, la séance n'est pas adaptée à un débutant, pas du tout. Sur l'aspect, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir mis un squat ou un pendulum dans sa séance? En soi, oui, pourquoi pas. C'est un full body, il choisit de mettre un premier mouvement de jambe qui est plus axé quadri. Si par la suite, il choisit de mettre un mouvement un peu sur les ischios, sur la chaîne postérieure, c'est nickel. En effet, dans l'optique de potentiellement travailler plus de muscles en même temps, alors dans ces cas-là, mettez une presse à cuisse. Une presse à cuisse par rapport à un hack squat, on va avoir le buste qui est légèrement plus fléchi, plus de flexion au niveau des hanches, ce qui fait que du coup, là, en effet, une presse à cuisse, il y a plus de fessiers qu'un hack squat. Donc s'il y a vraiment l'objectif de travailler tout d'un coup, autant faire une presse à cuisse. Donc les deux se justifient, mais encore une fois, c'est son explication qui n'est pas bonne. De là, je vais aller plier au maximum mes genoux, parce que là, ce qui est intéressant sur ce genre de machine, c'est d'avoir une grosse flexion au niveau des genoux. Plus je fléchis le genou, plus évidemment mes quadriceps vont être bien recrutés. Donc vous voyez, dans sa justification, il donne le conseil de fléchir au maximum les genoux pour recruter les quadriceps. Donc lui-même, il dit avant que c'est un bon exé au quadrifessier ischio, et juste après, il explique qu'il veut vraiment isoler les quadriceps. Donc c'est encore une fois, c'est pas grave, mais c'est maladroit. Prochain exo, je vous cache pas, il a fallu faire un choix. J'étais parti sur les tractions, faire un bon exercice de dos assez complet. Je trouve que dans un full body, franchement, ça s'accorde plutôt bien les tractions. Et j'ai dû remettre ça dans son contexte, parce qu'évidemment, il y a aussi des débutants qui font le full body, etc. Et forcément, les tractions, pour certains débutants, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc je préférais privilégier le tirage vertical, prise neutre. Ok, donc génial. Très bon argument, pas de traction, parce qu'en effet, tout le monde n'est pas capable de faire des tractions. Tirage vertical, c'est top. Très bon choix. Prise neutre a son importance qui sera un peu mieux vraiment pour aller mieux recruter le dos, plutôt qu'une partie, on va dire, que ce soit en pronation ou en supination, où là, ça va être des muscles vraiment différents qui vont interagir. C'est là où j'ai eu envie de faire cette vidéo. Là, on sent qu'il est encore une fois, pas de critique, désolé, mais il est perdu dans ses explications. Il ne sait pas justifier correctement son choix. Alors peut-être qu'il ne veut pas le justifier parce qu'il part du principe que c'est trop complexe et que ça va perdre les gens, possible. Mais alors, il essaie de préparer sa vidéo pour créer un résumé très rapide qui donne quelques tips, ou alors il précise que c'est plus complexe que ça, mais qu'il invite les gens peut-être à se renseigner, ou j'en sais rien, bref. Mais là, on sent qu'il est perdu total sur le pourquoi. Et je sais ce que je dis, pourquoi? Parce que en étant formateur, il m'arrive qu'on me pose des questions et que je ne suis pas serein dans ma réponse, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je vais répondre, et je bégaye comme lui. Non, celui-là, c'est comme, on va voir juste après le cycle, celui-là... Allez vous faire foutre. Il n'y a pas d'explication précise pourquoi la prise neutre est mieux que la supination, la pronation. C'est dommage. Encore une fois, c'est pas grave. Juste s'il décide de faire une vidéo, il faut qu'il apprenne ça, il faut qu'il prenne le temps de se renseigner. C'est là où j'ai dit, ouais, il est un peu perdu. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est pas son métier. Son métier, c'est de s'entraîner. C'est pas seulement de comprendre ce qu'il doit faire, c'est juste de le faire bien. Donc moi, je vais me justifier à sa place. L'idée du tirage vertical en prise neutre, il est génial parce que la prise neutre est certainement la prise qui va permettre de plus aligner les fibres des dorsaux. Ce qui veut dire que si on doit choisir une seule prise et qu'on veut justement mettre un maximum de fibres des dorsaux en tension, la prise neutre est la meilleure parce que vraiment, le principe même du dorsaux, c'est de faire la rétroflexion ici du bras. J'ai un doute. Je vais mettre l'astérix ici en bas de la vidéo pour que les gens ne ressortent pas avec une mauvaise info. Bref, ça abaisse le bras, quoi, compris. Parce que le grand dorsal s'insère du coup sur le bras ici et du coup après sur la crête iliaque, donc sur le bassin, sur la colonne vertébrale. Donc il fait vraiment ce mouvement de rétroflexion du bras. Il fait aussi le mouvement d'adduction du bras, le fait de le ramener sur le côté ici. Sauf que le mouvement de le ramener sur le côté, il n'y a pas que les dorsaux qui le font aussi, il y a les grands ronds et les rhomboïdes. Donc si on veut choisir un exercice qui isole mieux les dorsaux, la prise neutre avec les coudes qui vont de l'avant à l'arrière sera plus précise, plus isolée pour les dorsaux qu'une prise large où on parle du côté et qu'on revient vers l'intérieur. C'est ça la vraie justification. Mais je ne sais pas s'il le sait ou je ne sais pas s'il a volontairement pas voulu le dire. C'est là en fait où on voit toute la difficulté de faire un full body. Ce que je vous l'ai dit, c'est pas juste en fait choisir des bons exercices, c'est aussi choisir plusieurs exercices en fait qui vont aller matcher ensemble. Parce qu'il y en a certains du coup, ça va m'enlever du sens à celui que j'ai fait avant ou celui d'après, parce que j'aurais déjà travaillé ça et... Ouais, c'est le métier de coach, hein. Encore une fois, c'est un métier. Simplement. J'ai pas grand chose à dire à part que encore une fois, c'est toujours très drôle de voir un peu ces explications concernant la chose que je fais au quotidien, quoi. Vous verrez, j'ai peut-être mis d'autres choses aussi après qui concernent le dos pour justement que ça soit assez complet dans le dos. Parce que le dos, c'est un groupe musculaire où il y a énormément de muscles. Donc on a hâte de voir si l'exercice qu'il va choisir en plus sera vraiment bien complémentaire. Du coup, être bien en étirement, on reste du coup assez droit. Je veux pas que vous me fassiez un mouvement de balancier à vous mettre comme ça en arrière parce que c'est plus du tout le même exercice. Bon, ça, rien à dire, c'est nickel, un très bon conseil. On continue sur notre prochain exercice. Un mouvement de rowing. Faire un rowing avec le buste qui est maintenu en fait.
tout simplement parce que je voulais pas amener trop de tension dans l'arrière du dos, mais plus vraiment me concentrer justement sur ce mouvement de rowing. Donc là, cette machine-là, elle fait vraiment bien le taf. Vous avez d'autres d'autres machines rowing qui font le taf aussi. Superbe conseil. En effet, on commence à avoir de la fatigue qui s'accumule. On est déjà au 3e exo, 4e exo, 4e exo. Tous les mouvements où le buste est plus libre, ça met beaucoup de charge sur la colonne vertébrale, ça crée de la fatigue. L'idée d'être assis sur une machine qui est stable, c'est une très bonne option dans le cas d'un full body. Donc ça, c'est top comme conseil. Ça va nous permettre en fait de vraiment aller bien travailler le dos et surtout aussi toute la partie des trapèzes et aussi un petit peu l'arrière des épaules pour cette partie un petit peu haute et médiane du dos. Il dit qu'il veut travailler les trapèzes, l'arrière des épaules. Génial, parce que son tirage vertical avant est très ciblé dorsaux. Donc en effet, ça manquerait d'un travail des trapèzes. Sauf que, ce qui me gêne, c'est que dans son exécution, dans sa démonstration, il prend la prise plutôt serrée et il a quand même des coudes qui restent assez serrés, assez proches du buste. Et normalement, vous le savez tous, si on veut vraiment isoler les trapèzes, on va chercher un tirage avec les coudes beaucoup plus larges. Et justement, forcer cette rétraction des épaules. Je vais quand même regarder s'il en parle pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Enrouler ici, vous voyez, enrouler ici, sentir l'étirement de mes dorsaux et de mes trapèzes et d'aller après contracter fort. Une fois que votre coude est là, il ne peut rien se passer de plus. Donc, ça m'embête parce qu'encore une fois, il a l'air super sympathique, mais là, il y a tellement de maladresse, c'est un peu frustrant, je vais être honnête. Donc déjà, pour moi, la prise n'est pas optimale. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'il n'explique pas du tout comment exécuter le mouvement. Il dit juste, vous tirez, vous faites pas ça, ok, mais ça manque de plein d'infos importantes. Alors, il ne faut pas surcharger les gens d'infos inutiles, certes, mais là, il y a des infos qui sont indispensables. C'est est-ce qu'on fait la rétraction des scapulas ou non? Donc, les scapulas, c'est les omoplates, c'est la nouvelle appellation. Est-ce qu'on fait la rétraction des scapulas ou non? Parce que c'est totalement différent. Le choix du tirage horizontal, il est génial, parce qu'encore une fois, on a fait un tirage vertical avant, donc c'est top. Le tirage horizontal, c'est je travaille les dorsaux, je garde les coudes serrés et j'évite de faire la rétraction des scapulas, parce que si je fais la rétraction des scapulas, je désengage un peu plus mes dorsaux et j'engage les trapèzes. Donc, je choisis de privilégier les dorsaux par rapport aux trapèzes. À l'inverse, si je décide de focus les trapèzes, là, je fais la rétraction des scapulas, ce qui fait qu'il y a moins de tension dans les dorsaux, mais beaucoup plus dans les trapèzes. Et là, on n'a pas ces explications-là. Le gars qui regarde ça, qui est débutant, ou encore une fois, il n'est même pas censé être là s'il est débutant, mais qui est débutant ou intermédiaire, il ne sait pas trop c'est quoi les trapèzes ni les dorsaux, parce qu'il n'y a pas trop d'explications là-dessus, mais ça, à la limite, bon, pas grave. Et il n'explique pas qu'il faut faire la rétraction, il n'explique pas peut-être le placement des coudes. Son exécution, on ne sait pas justement s'il veut travailler les dorsaux et les trapèzes. Lui, il dit ça qu'il veut un peu faire tout. Mais désolé, si vous voulez aussi bien travailler les dorsaux que l'arrière des épaules, c'est quand même deux muscles très opposés pour lesquels il faut vraiment bouger différemment. Donc on ne peut pas tout faire. Oui, on peut faire un tirage horizontal et on va dire que l'ensemble du dos va être travaillé, en effet, mais c'est quand même important de préciser comment adapter son mouvement en fonction du muscle que l'on veut vraiment recruter. Donc je vous résume ça en 30 secondes pour vous montrer qu'il aurait pu le faire aussi. Coude large, rétraction des scapulas, on a un gros focus sur les trapèzes. Coude serré, on évite de faire la rétraction des scapulas et on évite surtout d'aller trop loin en arrière, parce que si on va trop loin en arrière, les insertions des dorsaux se rééloignent. Donc quand on fait un tirage dorsaux, on s'arrête à la hauteur du buste. Quand on fait un tirage trapèze, on peut aller beaucoup plus loin. On va même d'ailleurs aller le plus loin possible. Vous voyez, ça m'a pris 30 secondes et ça vous a donné beaucoup plus d'infos que ces explications un peu maladroites. C'est ça le problème. Exercice numéro 5, il s'agit du soulevé de terre. Et là, c'est peut-être la plus grosse aberration. Deadlift en 5e exo. C'est très difficile à justifier, même si tout peut se justifier et tout peut se faire dans un coaching quand on sait le pourquoi. Mais là, c'est très, très, très difficile à justifier. Déjà parce qu'il choisit de ne pas mettre de squat en partant du principe que c'est un mouvement trop énergivore. Et puis, il nous sort un soulevé de terre en 5e exo, qui est encore beaucoup plus énergivore qu'un squat, sans hésitation. Et en 5e exo, ça n'a pas de sens, comme je viens de le dire. Des mouvements, on appelle ça les fameux big lift. C'est des mouvements quasi olympiques en termes de charge sur la colonne vertébrale et en termes de recrutement nerveux. Squat, deadlift, overhead press, c'est des mouvements extrêmement complexes pour le corps qui demandent énormément de recrutement moteur. C'est premier exo. Peut-être en deuxième si on décide de mettre un mouvement d'isolation un peu en premier exo, mais c'est début de séance. J'ai du mal à justifier le fait de le mettre en 5e exo. Donc ça c'est là, il n'y a pas de mon avis, pas mon avis. Pour moi, ça c'est juste une erreur. Le deadlift se doit d'être beaucoup plus tôt dans la séance, voire pas du tout. Encore une fois, là, ça commence à faire beaucoup dans une seule séance. D'ailleurs, le deadlift n'est pas un très bon mouvement d'hypertrophie, parce que le deadlift est un mouvement beaucoup trop complet et complexe, avec en plus de ça, dans ce cas-ci, il repose la barre au sol, donc perte de tension totale. Donc si c'est un full body hypertrophie,
je déconseille fortement de mettre un deadlift. Je mettrais plus un Romanian deadlift où la barre reste en tension et on peut plus isoler ou les ischios ou les fessiers. Là, pourquoi pas. Mais c'est un mauvais exo dans ce cas-ci et en plus mal placé. Et du coup, en plus de ça, mal justifié. Il est hyper utile pour toute la partie postérieure. Donc tout le dos, les fessiers, les ischios, les mollets, même j'ai envie de dire limite, et les quads. Parce que oui, s'il est bien réalisé même techniquement, même les quads ils peuvent bosser dans cet exo. Oui et non. Le deadlift n'est pas du tout un bon choix pour les quadriceps, au même titre que le hack squat n'est pas un bon choix pour les fessiers et les ischios, donc on a un peu les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que déjà de 1, la flexion des genoux sur un deadlift va surtout être dépendante de la morphologie d'une personne. Donc il y a des gens qui vont faire un deadlift barre au sol avec les jambes très pliées, ce qui fait qu'en effet leur quadri va être recruté. Et d'autres, ils ont une morphologie qui font qu'ils auront les jambes quand même pas mal tendues et donc très peu de quadris. Et la position basse d'un deadlift en termes d'étirement sur les quadris, elle est nulle. Donc en aucun cas, vous allez vraiment avoir un développement musculaire de vos quadriceps quand vous faites du deadlift parce qu'il n'y a pas de création de tension en position d'étirement. Donc c'est une erreur, je pense, de le classer et de dire que ça rajoute du volume pour les quadris. C'est vraiment très, très, très minime. Je vais quand même, dans ce cas-ci, regarder l'exécution parce que j'ai peut-être quelque chose à dire quand même. Moi j'enlève mes chaussures à chaque fois pour ça. Tout simplement, ça m'amène beaucoup plus de stabilité. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est qu'après on a des très bons conseils. Soulever de terre à chaussette plutôt qu'à chaussures, c'est génial. Ce qui est très important, c'est surtout d'avoir la barre collée tout le long vers mon corps. Donc pour ça, essayez de déployer vos dorsaux comme si je voulais être assez large et comme si en fait j'allais appuyer la barre contre moi. Je sors les dorsaux, j'essaye de garder la barre comme si je voulais la ramener vers moi et je vais aller remonter comme ça. Donc je vais beaucoup plus plier les genoux. Voilà, comme si je faisais un espèce de squat en fait. Je remonte en squat et je tire avec le dos. Je contrôle dans les jambes. Au niveau de son exécution, le tips pour moi n'est pas bon non plus. On ne sort pas les dorsaux sur un soulevé de terre, au contraire. Là, encore une fois, c'est plus l'expérience du coach qui va donner les bons conseils parce qu'on sait déjà en tant que coach que si on dit tel mot ou telle chose, la personne va l'interpréter de telle ou telle manière, et elle risque de faire une bêtise. Si vous dites à votre client ou si on vous dit de sortir les dorsaux, vous risquez potentiellement de décrocher les omoplates et d'avancer les épaules. Ce qui est la pire chose à faire pour être stable. À l'inverse, on préfère justement contracter les dorsaux. On dit parfois même de casser la barre en deux. On préfère pas les sortir, mais à l'inverse, plutôt les rentrer, avoir cette envie d'activer les dorsaux. Parce que c'est les dorsaux qui vont permettre de garder une épaule stable. Je sors les dorsaux, j'essaye de garder la barre comme si je voulais la ramener vers moi. Et je vais aller remonter comme ça. Donc je vais beaucoup plus plier les genoux. Voilà, comme si je faisais un espèce de squat en fait. Je remonte en squat et je tire avec le dos. Je contrôle dans les jambes. Sinon l'exécution, là il n'y a pas grand chose à dire à part qu'elle n'est pas bonne, mais ça encore une fois c'est un bodybuilder, c'est pas un powerlifter ou quoi, c'est juste qu'on voit très vite qu'il dit en effet qu'il veut fléchir les genoux pour activer un peu plus les quadris. Pourquoi pas. Cependant, on voit que ses genoux se fléchissent trop tôt lors du mouvement. Je ne vais pas commencer à faire une explication en détail du deadlift parce que ça va être long, mais juste quand vous engagez un deadlift, d'abord on commence par les fesses et quand on arrive aux genoux, on commence à fléchir les genoux. Là, dès qu'il engage son mouvement, il fléchit les genoux, ce qui fait que du coup la barre n'a pas un mouvement vertical, mais elle évite les genoux. Et donc le mouvement n'est pas vertical, il est légèrement en zigzag, ce qui est une très mauvaise chose parce que dans un mouvement, surtout un mouvement de force comme ça, on veut que le mouvement soit le plus droit possible et le plus court possible. Et je peux comprendre, si je me mets à sa place, que dans le cas où je fais une vidéo full body, j'ai peut-être pas envie de passer 15 minutes à expliquer comment bien exécuter le soulevé de terre. On va faire 3 séries entre 8 et 10 répétitions. Je m'en doutais, mais 3 séries de 8 à 10, c'est non. On ne fait pas 3 séries de 8 à 10, on n'est pas des crossfitters ou quoi. Le mouvement de deadlift, c'est un mouvement beaucoup trop complexe nerveusement. On ne fait pas une série type hypertrophie avec un deadlift, ce n'est pas un mouvement d'hypertrophie. Donc si vous choisissez de faire un deadlift, on va faire des séries courtes, souvent max 5 reps. Peut-être 6 si vraiment vous voulez avoir un apprentissage du mouvement, mais c'est un mouvement de force parce que trop, ça va juste vous niquer système nerveux, mettre du poids sur la colonne. Vous allez être handicapé dans votre performance par votre capacité à garder une belle exécution en dos droit et potentiellement le cardio. Donc je ne fais jamais mon deadlift en série de plus de 6, c'est sûr. Et ça justifie le fait que je le mets en début de session et pas du tout en 3, 4, 5e exo. Encore une fois, ça, il faut être coach pour le savoir. Je voudrais même d'en faire 6 presque, si vous arrivez vraiment à charger là-dessus. Comme c'est un 6 exo qui arrive un petit peu génial. Milieu, fin de séance. C'est bon, mais ça, il faut le dire tout de suite. 6 minutes. Vous voyez, il n'y a rien qui va, il n'y a rien de cohérent. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est que le deadlift, pareil, c'est un exercice qu'on ne met pas dans un programme de débutant. C'est quelque chose qui prend plusieurs mois d'apprentissage avant de le maîtriser. Donc, on va passer par des alternatives, Romanian deadlift aux haltères, Romanian deadlift à la barre, même des back extensions, des choses comme ça, avant de faire le deadlift vraiment au sol. On va même passer par des rack pulls qui permettent de réduire l'amplitude. Donc le moment où on arrive à un deadlift au sol, on a aussi
construit toute une fondation qui justifie et qui permettent de faire des séries plutôt courtes, genre 5-6 reps. Qu'en effet, on ne ferait pas avec un débutant, on ne va pas faire des séries de 5 reps avec un débutant, ça n'a pas de sens. Donc encore une fois, ça se perd, c'est compliqué, ça manque d'explications, et c'est frustrant, parce qu'il a un super physique et donc il va motiver plein de gens et il va potentiellement juste donner les mauvais conseils, quoi. Sixième exo, du coup, on va repartir sur un muscle, on va partir sur les élévations latérales à la poulie, donc pas forcément avec les haltères. Déjà la séance là commence à se faire longue, etc. On a déjà dépensé beaucoup d'énergie, et du coup avec les haltères, forcément ça engendrerait des soucis de stabilité, d'énergie, etc. Et on aurait peut-être tendance à aller travailler un petit peu avec le dos, avec les trapèzes, de par la fatigue. Bonne idée, l'élévation latérale à la poulie, c'est un très bon exercice parce que justement isolation, la poulie a une meilleure courbe de résistance que les haltères, donc peut être plus intéressante, c'est surtout en plus moins stressant d'un point de vue mécanique de par le frottement de la poulie, donc tout ça c'est cool. Ça va chef? Bien, je suis en train d'expliquer un peu aux gens comment ça marche. Le fait de recruter plus ou moins les trapèzes ou quoi, bah ça c'est pas haltère ou poulie, c'est juste à quel point vous êtes capable d'exécuter correctement votre mouvement. Il y a plein de gens qui peuvent recruter trop les trapèzes sur un mouvement à la poulie. Donc encore une fois, la justification n'est pas bonne. Le choix est bon, mais la justification elle est pas complète. Et du coup, descendre ma poulie, mais attention, je vais pas la descendre tout en bas, parce que sinon, ma courbe de tension serait vraiment pas du tout la même. Et vous voyez, ça me permet vraiment d'avoir de la tension jusque dans l'étirement, chose que je pourrais pas avoir notamment avec les haltères. Je suis content. Parce que j'ai eu peur qu'il ne justifie pas le fait de mettre la poulie plus haute. C'est une très bonne astuce de mettre la poulie plus haute pour changer la courbe de résistance. Mais j'ai eu peur qu'ils ne disent pas le pourquoi. Et là, en effet, il prend le temps de l'expliquer. C'est qu'en effet, si vous avez la poulie un peu plus haute, la tension vient du côté et pas du bas. Ce qui fait que vous avez encore de la tension quand vous êtes en bas du mouvement. La tension diminue au plus vous montez. Mais ça permet d'avoir une courbe de résistance qui est différente de celle des haltères, qui à l'inverse, les haltères, quand vous êtes en bas, zéro tension, parce que vous êtes aligné à la gravité, dès que vous montez, la tension est maximale. Donc la tension est un peu inversée, c'est pour ça que le mouvement de la poulie est très intéressant. Il n'est pas nécessairement mieux, il change, et ça peut être intéressant de changer un petit peu justement la tension. Passons maintenant à un groupe musculaire qu'on n'avait pas vraiment bien travaillé, du moins pas en profondeur. Donc voilà, il décide de déjà faire 7 exos. Ça fait une grosse séance. Pour moi, là, c'est trop. C'est vraiment clairement, on ne va pas mettre 7 exos dans un full body dans lequel on a mis un soulevé de terre et un hack squat. Pour moi, ça va être, si tu choisis de mettre un soulevé de terre, tu vas mettre 5 exos max dans ta séance, peut-être un 6e avec des petits mouvements d'isolation. Mais ça, c'est pas encore une grosse erreur. Et on va aller faire des extensions à la poulie, mais un petit peu différentes. C'est un emplacement que moi je fais qui est plus simple qu'un autre, je vais tout vous expliquer juste après. Bon là, du coup, j'ai pris une corde. On peut aussi le faire en vrai avec une barre, mais corde, ça va être mieux. Je trouve que la position neutre, la position marteau vraiment pour les mains, ça va être quand même mieux pour les triceps s'il y avait à choisir, vu qu'on fait qu'un seul exercice. Sinon, petit conseil par rapport du coup au triceps, il faut savoir que le triceps s'insère pas sur l'avant-bras, mais s'insère sur le coude. Ce qui veut dire que la position de votre avant-bras n'impacte pas le recrutement de vos triceps. Donc vous pourriez très bien être en pronation, en neutre ou en supination, que le recrutement des triceps ne changera pas. Il ne faut pas tomber dans le piège de dire quand je fais ça, je suis l'extérieur des triceps, l'intérieur, ouais, ça ne change rien. Donc en fait, la vraie chose, c'est prenez la prise qui vous permet d'être le plus à l'aise et le plus performant. Vous l'aurez peut-être compris, la séance parfaite, clairement, n'existe pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous trouvez qui est peut-être un peu incohérent ou quoi que ce soit. Ben voilà, j'ai dit ce que j'en pensais. Non, dans l'ensemble, voilà, encore une fois, pas de critique. Ça reste une vidéo très sympathique à regarder. C'est du divertissement. Pas de l'éducation, c'est du divertissement. Puis je pense qu'il y a plein de gens aussi qui vont se sentir inspirés. Donc mine de rien, ça va peut-être pousser des gens à se mettre au sport, qui marchera très très bien. Et ces gens-là, une fois qu'ils se seront mis au sport, prendront le temps peut-être de se renseigner et de corriger ces erreurs-là. Je prends toujours l'exemple aussi avec Sissi Mua, qui est très connue et qui dit énormément de conneries dans ses vidéos, Sissi Mua. Par contre, elle a tellement réussi à motiver une quantité astronomique de personnes à se mettre au sport qu'elle a fait plus de bien que de mal. J'ai plein d'étudiants ou même de coachés qui ont démarré le sport grâce à Sissi Mua. Donc en effet, elles ont démarré en faisant des erreurs, mais du coup, entre-temps, elles ont pris le temps de se former ou elles ont pris des coachs plus qualifiés qui ont permis de corriger ces erreurs-là. Ce qui fait qu'au final, sans Sissi Mua, elle serait peut-être pas là à faire du sport et elle n'aurait peut-être pas eu tous les résultats qu'elle a maintenant. Donc en effet, ça peut permettre de mettre en jambe, au même titre que Arnold a motivé plein de gens, alors qu'Arnold faisait beaucoup de bêtises. Tout comme il faisait plein de bonnes choses aussi, mais voilà, il faisait aussi beaucoup de bêtises, donc voilà. Bref, c'était le petit mot de finale. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous souhaitez que j'en fasse d'autres, des vidéos comme ça, encore une fois, jamais dans le but de critiquer et de juger quelqu'un, mais plutôt dans le but de donner des conseils. C'est important. J'ai essayé d'être bienveillant. Donc désolé si des gens l'ont mal pris ou des gens ont trouvé que j'ai été hautain ou prétentieux. C'était pas le but. Si jamais ça vous intéresse que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Envoyez-moi des vidéos sur lesquelles réagir. Et si vous souhaitez à l'inverse que moi je fasse ma propre vidéo full body, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça peut être sympa. Merci à tous.